Cube. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous m'avez peut-être entendu tout à l'heure parler avec mon ami et néanmoins collègue Benoît Dutrisac de cette artiste québécoise qui a décidé aujourd'hui, ce soir, de présenter un spectacle où elle demande, elle exige que les gens du public n'aient pas de cellulaire avec eux. Moi, je salue ce genre d'initiative-là. Si vous me lisez dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, si vous m'écoutez à Cube, vous savez que c'est comme un refrain, c'est comme un leitmotiv, c'est comme un cheval de bataille pour moi. Je considère que quand on s'en va assister à un spectacle, quand on va, et puis ça s'applique aux arts vivants, évidemment, le théâtre, la danse, la musique, mais ça s'applique même au cinéma, même si Nicole Kidman, elle le sait pas là, qu'on a un cellulaire, c'est pas manquer de respect à Nicole Kidman, mais c'est manquer de respect aux gens qui sont autour de nous. Alors, saluons ce genre d'initiative de faire des spectacles sans cellulaire. Voilà. C'était mon petit grain de sel de début d'émission. On va commencer tout de suite avec une entrevue avec Alexandra Houle. Elle est présidente du réseau féministe québécois. Je la reçois régulièrement sur les ondes parce que je trouve qu'elle a une perspective féministe intéressante et différente. Et dans ce cas-ci, le sujet dont on va parler, c'est celui des hommes dans les prisons pour femmes. Donc, des hommes qui s'identifient comme des femmes, donc des femmes transgenres, mais qui sont dans les prisons pour femmes. Alexandra Houle, bonjour. Bonjour Sophie. Pourquoi on parle de ce sujet-là aujourd'hui, Alexandra? Ben écoute, c'est parce qu'il y a une campagne sur les réseaux sociaux faite par un organisme LGBT qui parle de la méconnaissance de la vie des personnes trans en prison. On les dépeint comme des victimes, ils seraient les plus victimes en prison. Puis pour éviter qu'elles vivent trop de victimisation en prison puis de violence, parce qu'elles ne sont pas placées selon leur identité de genre, mais selon leur sexe, on devrait avoir de l'empathie collectivement et les transitions devraient se faire automatiquement. Les transferts devraient se faire dès que la personne développe une identité de genre. Voilà. Alors, c'est important de mentionner la raison pour laquelle on s'en parle aujourd'hui. C'est pas parce qu'on considère que les personnes transgenres n'ont pas de droits et pas du tout parce qu'on considère que, en effet, il n'y a pas certains cas où des droits des personnes transgenres ne sont pas respectés en prison. C'est une formulation dans cette publicité-là, dans cette campagne-là du Conseil LGBT. On nous dit parce qu'une femme, c'est une femme. Donc, en fait, on joue sur les mots. On nous dit, une femme transgenre, c'est une femme, donc elle doit aller dans une prison pour femmes. Toi puis moi, on a un petit peu un problème avec cette définition-là. Oui, écoute, moi, quand je l'ai vu, c'est quelqu'un qui me l'a envoyé, cette campagne-là, et ça m'a fait... C'est un dossier, nous, au Réseau féministe québécois, qu'on suit depuis qu'on existe, là, les transferts d'hommes dans les prisons pour femmes. Et lorsque j'ai entendu, écoutez, les gens, pour les gens, faut qu'ils comprennent qu'il y a de la musique triste là dans cette vidéo-là, c'est très dramatique. Moi, personnellement, on me fera pas pleurer parce que Mohamed Al-Balouz a pas été transféré dans une prison pour femmes. Cet homme est un meurtrier, il a tué sa conjointe Cynthia Bussière et leurs 2 enfants. Il y a pas longtemps, là, je pense que c'est en janvier ou en février. Il n'a pas été transféré dans une prison pour femmes. Il a été reconnu coupable. Il n'a pas été transféré. Tu sais, moi, c'est un dossier que je suis depuis longtemps, là, ces transferts-là. Les données qu'on nous donne de Service correctionnel Canada, écoute, elles sont là, les données. On parle de 82% des criminels trans qui sont condamnés pour des crimes sexuels. Ce sont des hommes biologiques qui ont commis ces crimes-là. 94% de ces criminels-là ont commis leurs crimes avant leur transition, donc ils vivaient comme des hommes lorsqu'ils ont commis leurs crimes. La majorité de leurs victimes, c'est des femmes et des enfants. Écoutez, il y a 85% de leurs crimes qui ont causé la mort ou des dommages graves à leurs victimes.
Puis je veux dire, 70% avaient des condamnations antérieures pour infractions sexuelles. Donc là, c'est pas une minorité de la minorité qui fait du vol à l'étalage, là. Tu sais, je veux dire, on parle d'une grande majorité de ce profil de personnes-là qui se fait transitionner, qui sont des meurtriers, des pédophiles, des agresseurs sexuels. Moi, j'ai même trouvé dans ma liste, j'ai des cannibales, j'ai des nécrophiles. Puis là, on essaie de nous faire, avec la vidéo, l'espèce de campagne, une femme c'est une femme, avec l'entrevue tristounette, etc. Je suis comme, écoutez, là, faut comprendre que ce n'est pas des gens gentils là qui sont transférés là actuellement. C'est des personnages de films d'horreur là, dans certains cas là. D'accord. Mais la banalisation qu'on fait là de la violence que ces personnes-là ont fait, que je trouve qui est pas acceptable là. C'est ça, parce que si on parle d'être transféré dans une prison, c'est qu'à la base, c'est quelqu'un qui est un criminel. Donc, ce que vous avez fait au réseau féministe québécois, c'est que vous êtes allé voir quel genre de crime, puis c'est ça, les chiffres sont quand même assez probants. Il y a un autre aspect aussi qui est problématique quand on dit, quand on va très, très rapidement dans le dossier puis qu'on dit une femme, c'est une femme, c'est une femme. Ils prennent la peine de le dire 3 fois, là, pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Voilà. C'est ça, on l'a ici, là, sur le site du Conseil québécois LGBT. Une femme, c'est une femme, c'est une femme, c'est une femme. Pour bien nous passer le message. Mais si c'est une femme qui, en fait, se définit comme telle, le problème, c'est que dans la loi canadienne, il n'y a pas de précision. Il suffit que quelqu'un s'identifie comme femme et le système pénal est censé le reconnaître comme tel. On l'a vu dans le cas de Mohamed El Ballouz. C'est quand même un homme qui s'est mis une perruque sur la tête. Il n'y a pas eu de transition biologique, là. Il n'y a pas eu de prise d'hormones. Donc, c'est là que qu'il y a un problème. Oui, exactement, parce que par rapport à son cas à lui, c'est ça, c'est que lui, du jour au lendemain, il s'est déclaré femme. Puis il faut pas oublier que selon les politiques de Service correctionnel Canada, lorsqu'on évalue les dossiers des personnes qui veulent transitionner, on se fie à leur ressenti. La définition d'une personne trans au Canada, c'est selon son ressenti. On n'est pas obligé de souffrir de dysphorie de genre ou de quelconque trouble. Si le détenu, le criminel dit qu'il est une femme, ben c'est il faut le traiter de telle façon. C'est l'auto-identification. C'est ce qu'on appelle l'auto-identification, c'est ça. Et c'est pour ça, et c'est très important quand on parle de ce dossier-là, Alexandra, puis c'est pour ça que j'interviens beaucoup, c'est vraiment de mettre des bémols et des nuances et des gants blancs pour pas que on se fasse, ni vous ni moi, accuser, bien sûr, d'être transphobe. On reconnaît l'existence de la dysphorie de genre, on reconnaît, bien sûr, et on défend même le principe de s'opposer à toute forme de discrimination envers les personnes transgenres. Mais là, il s'agit pas de ça. Quand le Conseil LGBT dit une femme, c'est une femme, c'est une femme, c'est une façon de dire il n'y a pas de discussion possible. Même à un moment donné, sur leur slogan, c'est leurs droits ne sont ni négociables ni à débattre. Et moi, j'ai tellement un problème avec ça, Alexandra. Moi, quand on me dit t'as pas le droit de débattre, ben voyons donc, une société démocratique, tout peut se débattre. Tout peut se discuter. C'est quoi cette approche-là? C'est surtout que leurs droits ne sont pas discutés, mais les miens le sont, par exemple. Parce que c'est un peu ça qui se passe. Parce que, écoute, cette classe-là, on n'a pas le droit de discuter, mais ceux des femmes le sont. Les femmes qui sont en prison avec ces personnes-là, il y en a des agressions au Canada. Il y a eu de nombreux articles qui ont été faits sur le sujet au Canada anglais. Au Québec, on les couvre presque pas. Il y a une contestation judiciaire qui est en cours. Le Canadian Women's Sex-Based Right poursuit le gouvernement fédéral actuellement là pour qu'on reconnaisse que les femmes biologiques des espaces en prison, c'est celle qui s'occupe de cet organisme-là, c'est une ancienne prisonnière qui a vu, elle a vécu l'arrivée des personnes trans dans son établissement carcéral. Elle s'appelle Heather Mason. Le Parti conservateur canadien puis le Bloc québécois cet hiver aussi demandaient qu'il y ait des modifications qui soient faites parce qu'il y avait des cas assez hallucinants. Il y a eu Mohamed El Ballouz, mais il y a aussi eu Jennifer Perron. Lui, c'est particulier parce que lui, dans le fond, il a fait sa transition lorsqu'il est sorti de prison, il est en probation,
dans la communauté. Sa victime est tombée face à face avec lui, qui est devenu un elle. Personne n'avait avisé la jeune fille que cette personne avait changé d'identité de genre, puis c'est au criminel de lui-même faire son changement auprès des services correctionnels. Donc, tu sais, juste au niveau de la sécurité publique, là, c'est vraiment inquiétant. Puis, tu sais, je veux dire, ce sont nos droits à nous, là, même en tant que citoyens, on a le droit d'être en sécurité, puis de savoir ce qui se passe, là. Pour moi, je vois ça comme, oui, on comprend les droits d'un groupe, mais je veux dire, ça devrait pas se faire aux dépens des nôtres, de notre sécurité, là. Voilà, c'est pour ça que c'est intéressant, mais je reviens sur quelque chose que vous avez dit un petit peu plus tôt, Alexandra. Vous avez dit ça a été amplement, tout ce dossier-là a été amplement couvert au Canada anglais. Comment vous expliquez qu'au Québec, il y ait si peu d'articles là-dessus, que alors qu'il y a des contestations judiciaires, des contestations politique, je ne comprends pas, moi, pourquoi on en parle si peu. Puis quand il y a eu le dossier Mohamed Al-Balouz, on sentait les journalistes qui marchaient sur des œufs, qui faisaient bien attention, qui parlaient de Mohamed comme étant une femme. Donc, tout le monde a comme embarqué là-dedans. Vous expliquez ça comment, Alexandra? Ben, je crois qu'on a ici une espèce de culture où on veut pas faire de la transphobie, de l'homophobie. Il y a vraiment comme cette culture-là qui est très présente au Québec. Je sais pas si tu t'en rappelles, Sophie, là, mais quand le documentaire là, Trans-Express est sorti... Oui, ben oui. Oui, c'est important de rappeler. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. C'était scandaleux, là. Il y a presque personne qui en a parlé. Je pense que Isabelle Haché qui a fait une chronique. Oui, toi, tu en as parlé. Isabelle Haché avait écrit une chronique là-dessus et il y a une phrase dans cette chronique qui m'avait choquée. Elle disait qu'elle avait reçu un avis et plusieurs autres médias aussi avaient reçu des avis de ne pas commenter. Ouais. La sortie de ce documentaire. Elle en parler en mal. Donc, c'est sûr que s'il y a ça en arrière qui se passe, que les médias traditionnels reçoivent des communiqués de certains groupes, de quoi que t'as pas le droit de parler de ça, ben, ça l'explique pourquoi ici, on n'a pas le portrait juste de cette situation-là. Oui, c'est important, juste pour que tout le monde comprenne bien. Trans-Express, c'est cet excellent reportage de Pascale Turbide à Radio-Canada où elle avait démontré, elle s'intéressait au phénomène des transitions de genre et l'identité de genre chez les adolescents. Et entre autres, elle avait donné un micro caché à une jeune femme de 14 ans qui rentrait dans le bureau d'un spécialiste. Puis je pense que ça prenait 14 minutes pour qu'elle ait des papiers pour faire une transition de genre, donc l'ablation des seins et puis tout ça, là, la prise d'hormones et tout, là, c'était assez fascinant de voir la montée de boucliers. Bon, alors moi, je pense que le Conseil québécois LGBT a tout à fait raison de se battre pour les droits des personnes transgenres. Je pense que leur slogan est problématique. Et quand on dit dans la société civile, ces droits, tu sais, il y a pas place pour la discussion, il y a pas place pour le débat. Moi, je pense que c'est un déni de liberté d'expression. Je pense qu'on a parfaitement le droit de soulever ces questions-là. Si tu me permets, nous, on a créé une pétition au Réseau féministe québécois. On est rendu à plus de 1100 signatures, justement, pour demander au gouvernement fédéral de revoir les consignes par rapport au transfert d'hommes dans les prisons pour femmes. Donc, si les gens ont envie de la signer puis de la partager, c'est sur notre site Internet qui est réseauféministeqc.org puis sur notre page Facebook et Instagram. Donc, plus on va être nombreux à la signer, plus il y a des chances qu'il y ait du changement. Donc, si vos auditeurs peuvent signer en grand nombre, voilà, c'est notre façon de faire quelque chose. Voilà. Si on croit en un certain nombre de principes, ben il faut être vocal et il faut l'exprimer. Alexandre Raoul, présidente du Réseau féministe québécois, merci beaucoup. Merci beaucoup. Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Alors, depuis quelques jours ou quelques semaines, on parle énormément de personnes en situation de handicap en lien avec une éventuelle
aide médicale à mourir. Pourquoi on parle de tout ça? Je vous fais un petit historique quand même. Il y a un petit peu plus d'une semaine, une dame qui s'appelle Florence, qui est atteinte du syndrome de Prader-Willi, qui a une déficience intellectuelle importante. Elle a passé 8 jours en isolement à la prison Leclerc. On en a beaucoup parlé dans les médias. Bien sûr, beaucoup de gens étaient scandalisés de ça, avec raison, mais aussi dans une autre station de radio que la nôtre, au 98,5 FM pour ne pas le nommer, 2 animateurs ont élaboré toutes sortes de scénarios possibles quand on est face à quelqu'un qui est en situation de handicap. Un des scénarios qui a été avancé par un des animateurs, c'est la possibilité de recourir à l'aide médicale à mourir envers ces personnes. Ça a provoqué évidemment un scandale. Ça a scandalisé, entre autres, ma prochaine invitée. Elle est avocate. Elle s'appelle Maître Chloé Surprenant. Elle est avocate criminaliste chez Moras Avocats. Et c'est Moras Avocats, d'ailleurs, ce cabinet-là, qui a défendu Florence, dont je vous parlais au tout début de mon introduction. Maître Surprenant est elle-même en situation de handicap. Donc, ça l'a amené, une longue introduction pour dire que ça a amené ma prochaine invitée à écrire une lettre ouverte dans les journaux pour réfléchir collectivement à cette question-là des personnes en situation de handicap. J'ai trouvé sa lettre très intéressante. J'ai voulu l'inviter. Maître Chloé Surprenant, bonjour. Bonjour, Madame Durocher. Bonjour. Écoutez, c'est une longue introduction, mais je trouvais que c'était important de bien situer les choses pour que tout le monde comprenne. D'abord, parlons un peu de Florence. Donc, elle a été mise au trou, c'est comme ça qu'on dit ça, à la prison Leclerc. Vous, quel a été votre rôle à vous et à votre bureau d'avocat avec Maître Kevin Moras? Oui, en fait, comme vous dites, elle a été mise au trou en isolement cellulaire. Bien entendu, en raison de sa condition, elle ne pouvait pas être placée avec la population générale. Elle a des besoins qui sont quand même importants. Donc, moi, en fait, j'ai reçu un appel de mon collègue Maître Moras, là, qu'on a vu beaucoup dans les médias ces temps-ci. Puis il me dit, OK, Chloé, on a un cas humanitaire, il faut aider cette femme-là. Elle est présentement au trou, détenue, elle a une déficience intellectuelle. La prison, c'est pas sa place. Puis je pense que tout le monde peut être d'accord avec ça aussi. Fait que c'est comme ça qu'on a commencé à travailler sur ce dossier-là. Il y a ma collègue aussi, Maître Gingras, qui a mis beaucoup de travail pour participer à la libération de Florence. Donc, c'est comme ça qu'on a été amené à travailler sur le dossier. Puis, le lendemain, on a pu faire en sorte que Florence ait la possibilité de sortir. Malheureusement, à cause de particularités techniques, là, on nous avait dit qu'il y aurait une ressource disponible. Finalement, c'était pas le cas. Elle a été retardée d'une journée, une autre journée de trop. Mais oui, c'est un peu ça. C'est un peu comme ça qu'on s'est mis à travailler sur le dossier. D'accord. Alors ça, c'est la première partie du dossier. Après, il y a le traitement médiatique de ce dossier-là. Ouais. Je reviendrai pas sur les propos en particulier, mais donc dans cette station de radio, les animateurs ont élaboré différents scénarios et c'est ça qui vous a choqué, c'est qu'on ait pu évoquer la possibilité que s'il y a des personnes qui vivent vraiment une situation de handicap extrême, l'aide médicale à mourir pourrait être un scénario envisageable. Vous avez écrit cette lettre. Qu'est-ce qui vous a choqué le plus dans les propos de Luc Ferrandez? Mais en fait, premièrement, on part d'une histoire assez précise. On part de celle de Florence. Monsieur Ferrandez connaît pas du tout l'histoire de Florence. Il y a quelques détails qui ont été relatés dans les médias. Mais de partir de ce cas-là pour faire ce type de lien-là d'aide médicale à mourir imposée, là. Il y a des gens qui ont parlé d'euthanasie, mais parce que l'aide médicale à mourir, en fait, c'est la personne qui doit choisir de recourir à ça. Puis dans ce cas-ci, c'était pas du tout ça qui était mentionné. C'était qu'il y ait d'autres personnes qui décident pour cette personne-là. Soit les parents, des proches ou même un comité de sages engagé par qui, je ne le sais pas. Mais en fait, la première chose qui m'a choquée, c'est que ça détournait, selon moi, un peu le propos, qui est l'histoire de Florence, le fait qu'elle se soit retrouvée dans cette situation-là. Puis,
la question qui a été soulevée, c'est quand même pertinent. Qu'est-ce qu'on fait avec ces personnes-là, tu sais? À quel endroit elles vont être bien? À quel endroit elles pourraient habiter, ces personnes-là? Mais clairement, la réponse, c'est pas celle qui a été proposée par M. Ferrandez, selon moi. Puis cette réponse-là, elle est quand même choquante. Je réfère dans mon article aux Mémoires du RAPLIC, qui est une organisation pour les droits des personnes handicapées. Ils ont fait un mémoire complet sur la question et clairement, c'est le genre de réflexion qui peut amener des dérapages éthiques, là. Les personnes handicapées dans l'histoire, souvent, leur vie, leur valeur a été remise en question. Puis clairement, ce type de propos-là qu'on pitch comme ça pendant 23 minutes, on n'a pas le temps d'en parler, mais on en parle quand même. Si on le fait mal, tant pis, c'est parce qu'on a manqué de temps. Mais tout ça, c'est dangereux, là. D'accord. Alors, mettons de côté ce qui s'est passé à la radio. Moi, je veux réfléchir avec vous parce que la question me semble fondamentale. Plein de gens ne comprennent pas d'abord c'est quoi l'aide médicale à mourir. Vous l'avez très bien expliqué. Ça part forcément de la personne elle-même. Soit elle le fait au moment de l'aide médicale à mourir, soit elle le fait de façon anticipée. Mais en aucun cas, l'aide médicale à mourir, c'est mon frère, ma sœur, ma belle-mère qui décide que Sophie Durocher va avoir l'aide médicale à mourir. Ça n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, pourquoi ça se passerait dans le cas de quelqu'un qui est en situation de handicap? Ça tient pas debout. Donc, pourquoi? C'est que moi, ce qui me choque, Maître Robichaud, c'est que même le fait d'évoquer le fait de, on sait pas quoi faire avec ce monde-là, fait que finalement, des soins palliatifs accélérés, tu sais, ça va faire du bien à tout le monde. Je sais pas, il y a quelque chose qui me donne des frissons dans le dos. Maître Surprenant, là, vous avez dit Maître Robichaud. Excusez-moi, je suis vraiment désolée. Il n'y a pas de problème. Mais en fait, c'est que c'est des questions qui demandent des réflexions plus profondes. Oui. Clairement, ça a été soulevé. C'est l'État qui doit agir. Il y a une question de ressources. Puis M. Ferrandez, je trouve qu'à ce point-là, il a bien élaboré sur la question. C'est vrai qu'il manque de personnel, c'est vrai qu'il manque de ressources, c'est vrai que c'est un travail qui est difficile. Ça, c'est des solutions. Les solutions peuvent être apportées par l'État à ce moment-là. Oui, c'est des questions financières, mais est-ce qu'on met un prix sur la dignité? Est-ce que... tu sais, moi, je crois que jusqu'où l'État devra aller, c'est jusqu'où il faudra qu'il aille, dans le fond. On doit offrir des conditions qui sont adaptées, qui sont saines. Ces personnes-là, ils ont le droit à la dignité. Puis il faut pas oublier que on peut tous et toutes devenir handicapés d'un jour à l'autre, là. Tout à fait. Puis la vieillesse aussi, ça apporte des limitations. Puis très bon point. C'est pas nous versus eux, tu sais. C'est vraiment en tant que société, ça peut arriver à tous et toutes. Puis éthiquement, c'est quoi nos positions là-dessus? Moi, je crois qu'on doit offrir des ressources à tous et toutes, là. Absolument, mais la question, en effet, du manque de ressources est terrible, elle est terrifiante. Et vous terminez votre texte en disant, c'est pas la vie des personnes handicapées qui est insupportable, c'est le regard qu'on pose sur elles. Ouais. Dans votre texte, vous prenez la peine, et c'est pour ça que je me permets d'en parler. Vous dites, je suis moi-même handicapée, mais qu'on soit handicapé ou pas, cette question-là devrait nous interpeller. Alors, je vous relance la question, Maître Surprenant. Quel genre de milieu de vie ou quel genre de milieu de fin de vie on doit offrir dans la société québécoise aux gens qui sont en situation de handicap? C'est compliqué. C'est sûr que moi, je suis pas spécialiste pour répondre à cette question-là précise. Puis chaque personne handicapée a des limitations spécifiques, des besoins spécifiques également qui vont différer d'une autre personne. Des fois, il peut y avoir de la médication d'impliquer, certainement. Pas de la médication qui vont mener à la fin de la vie, là, pas des soins palliatifs lents, là, c'est pas du tout ça que je parle, mais ça se peut qu'il y ait une forme de médication, ça se peut qu'on ait besoin d'avoir, je sais pas, des murs en mousse, tu sais, que si la personne peut se blesser, on peut être créatif aussi à ce niveau-là.
Mais c'est de voir c'est quoi les besoins puis de répondre à ces besoins-là. C'est juste ça. Il y en a qui vont avoir besoin d'un accompagnement serré, une personne qui va aider une autre personne. Je comprends que ça demande des ressources, mais pour moi, c'est une question de priorisation. Puis clairement, ces enjeux-là, ils doivent être priorisés. D'accord. Mais ce que je retiens surtout de votre lettre et de l'entrevue que vous nous accordez aujourd'hui, c'est cette notion de question éthique, de dignité, et surtout, c'est pas quelque chose qu'on peut discuter à la légère. C'est pas, on évoque des scénarios comme ça en passant, puis peu importe, parce que, je veux dire, ce sont des questions de vie ou de mort, mais surtout à la base, une question de dignité. Donc, notre entrevue, nous, n'aura duré que 12 minutes. Donc, parce qu'on parle beaucoup de temps accordé. Oui. Mais je pense en effet que c'est ce genre de discussion qui doit être fait sur le long terme. Je pense que c'est toute la société québécoise qui est concernée et qui doit se poser ces questions-là, mais dans le respect, dans la dignité, parce qu'après tout, quand on parle d'aide médicale à mourir, on dit aussi que c'est une façon de mourir dans la dignité. Donc, appliquons ça à tous les membres de la société civile et pas seulement à certains groupes. Maître Chloé Surprenant, je m'excuse encore une fois, mais savez-vous pourquoi je vous ai appelé Robichaud? C'est à cause de la cinéaste. C'est la cinéaste Chloé Robichaud. Donc, pour moi, le prénom Chloé est associé à cette femme très talentueuse, comme je le devine, vous l'êtes également dans le domaine légal. Donc, mes excuses encore une fois de m'être trompée dans votre nom de famille. Maître Chloé Surprenant, vous êtes avocate criminaliste chez Moras Avocats. Merci beaucoup d'être venue nous parler aujourd'hui. Merci, Madame Durocher. J'aimerais simplement dire... Oui, allez-y. Je crois qu'il faut écouter les experts dans les domaines concernés, puis aussi les personnes handicapées. C'est pourquoi je vous remercie de m'avoir invitée. Je ne peux pas parler au nom de toutes les personnes handicapées, mais on devrait plus les écouter, on devrait davantage porter leur voix. Je vous remercie de m'avoir permis de le faire aujourd'hui. Écoutez, c'est une évidence et votre lettre est extrêmement bien rédigée. On sent la juriste, mais surtout l'humaniste dans cette lettre-là. Merci beaucoup. Merci. Sophie Durocher. Divertissante. Elle sait comment se donner en spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. On change complètement de sujet. Le jeudi est en train de devenir ma journée préférée de la semaine. Avant, c'était le mercredi parce que c'était le nombril de la semaine. Puis là, je pouvais regarder par en arrière, me dire 2 jours de fête, regarder par en avant en disant encore 2 jours. C'était comme, c'était ma petite journée confortable. Mais maintenant, c'est le jeudi, car tous les jeudis, je reçois ta visite, Caroline G. Murphy, chef de marque de sacs de chips. Et on a 3 nouvelles croustillantes. Donc, j'ai fait la même chose que la semaine dernière, Caroline. Je n'ai pas regarder ces sujets-là. Parfait. Pour que je sois vierge. Complètement. Ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé. Tu vas tomber des nues. Oui. Alors, premier sujet, Kim Kardashian. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là de soutien-gorge? Alors, on y va. On commence dans le gros du sujet. Alors, Kim Kardashian, qui a la compagnie Skims, qui est sa compagnie de sous-vêtements. C'est assez connu pour les gaines aussi. Oui. Vient de sortir un soutien-gorge avec faux mamelon percé intégré. D'accord. Alors, on a déjà connu quand même. Hey boy, on les voit là. Oui, on a en image, pour ceux qui ont l'image, mais c'est vraiment ce que je viens de décrire. C'est push-up aussi, parce que le nom officiel, c'est Pierce Nipple Push-Up Bra. Alors, voilà. OK. Mais ça, c'est intéressant. Mais c'est très amusant parce que, je te l'annonce tout de suite, mes mamelons ne sont pas percés. Ils sont pas percés. Parfait. Mais s'il l'était, oui. Et ça paraîtrait, mettons que je porterais une robe moulante, ça paraîtrait. Donc là, le fait de percer les mamelons de ton soutien-gorge, oui. c'est une façon de dire, j'ai même pas besoin de me faire percer les mamelons. Exactement. C'est comme intégré. C'est intégré, tu t'évites la douleur. Ben oui, ça doit faire mal en sibody daido. Et j'aime personnellement mieux pas y penser. Et puis, le danger, parce que j'ai fait de la recherche là, dans nos archives, et il se trouve que l'influenceuse Lisanne Nadeau s'est déjà coincé le piercing de mamelon. Sophie vient de se reculer agressivement du micro. 2 pieds, dans une porte de douche à Paris.
le fait que ce soit à Paris, pas vraiment important, mais je trouvais que ça rajoutait un petit peu de background. Ça se place toujours bien dans une conversation. Je me suis fendu le mamelon à Paris. Avec Paris Hilton. Tu sais, ça aurait pu être à Paris Hilton, à Paris. Mais non. Donc, ça se pogne. Et ça a fendu en deux. Ah, arrête! Ça me dégoûte. Elle avait tout documenté ça dans sa story. On avait vu une débarbouillette ensanglantée. Okay. Bref, elle avait trop d'informations. Mais bref, avec ce merveilleux morceau de vêtements, tu t'évites cette catastrophe possible. À un moment donné, quelqu'un va m'expliquer c'est quoi cette affaire de, tu sais, des boucles d'oreilles, je peux comprendre, parce que tu fais pendouiller des gugus. Mais un anneau dans le nez, je trouve que les gens qui ont ça, excusez-moi, mais vous ressemblez un peu à du bétail. Tu sais, moi, je vois toujours le septum, je vois toujours la vache qui rit. La vache qui rit a toujours bien un gros anneau dans le nez. Moi, j'aime ça. Toi, t'aimes ça? Ah oui, j'aime bien. J'aime bien les piercings mais tu sais quoi? général. C'est pour ça qu'on n'est pas obligé d'être d'accord. Ben non, mais tu sais, les piercings, en tout cas, des gens que j'aime beaucoup d'amour se sont fait un piercing. C'est comme ça s'infecte. Puis moi, je viens des années du sourcil percé, là, le début des années 2000. J'en avais pas, mais il y en avait. Bon. Mais je veux juste dire que c'est quand même pas la première fois là, que Kim Kardashian sort quelque chose qui fait jaser. Controversé. Là, c'est all-in avec le faux mamelon percé, mais elle avait aussi sorti la brassière qui était tout simplement avec faux mamelon intégré. Donc, tu sais, pour avoir l'air toujours sur les hautes, de ses propres mots, là. C'est pas moi qui ai inventé ça. Sur les hautes, mais aussi pour avoir toujours l'air de pas porter un soutien-gorge. Aussi. Parce que, moi, je vais dire, en tout cas, non, est-ce que je vais là? Je vais-tu là? Ben, pourquoi pas? Bon. Là, tu cherchais l'approbation de quelqu'un. Non, mais je porte jamais de soutien-gorge. Ah! OK, ben, tu te rappelles-tu quand je suis allée à Sortez-moi d'ici, on recevait du courriel, les gens disaient comment ça fait qu'il n'y a pas de soutien-gorge? Premièrement, j'en porte pas. Puis deuxièmement, il fait 40 degrés à l'ombre, toi. J'ai pas besoin d'avoir ça. Bon, bref. Sortez-moi d'ici. Donc, ben oui. Beau lien, bon, oui. alors là, donc, des fois, quand je porte une robe moulante, je vais porter un soutien-gorge juste pour pas qu'on voit. Donc, tu fais le chemin contraire. Alors moi, quelqu'un qui veut qu'on voit son mamelon, je la comprends pas. C'est une mode. Voilà. C'est une mode. Je me suis confiée beaucoup plus que j'aurais dû. On est rendu tellement loin, là, de toute façon. En même temps, ce sujet, là, appelait un peu ça. C'est mon hommage à Kim Kardashian. Parfait. Passons rapidement au sujet numéro 2 avant que je fasse des confidences beaucoup trop personnelles. Oui. Une TikTokeuse avec une fausse libellule. Oui. De que c'est? C'est un peu plus safe, là, déjà, comme sujet. Alors, c'est une TikTokeuse qui fait des tests, là, tu sais, d'objets Amazon, OK? Donc, elle s'en fait venir, elle fait des essais. Et là, elle a essayé, c'est une grosse libellule. Je sais pas si on a l'image. On a un extrait de la dame qui l'essaie. On peut peut-être tout de suite aller là, mais c'est une grosse libellule en plastique que tu clips après ta casquette ou ton chapeau de pêche, là. I'm embarrassed. We are testing out whether this actually stops deer flies from biting because apparently this is the predator. They normally swarm Luna, but there's none on her, so that's really exciting. Bon. Donc, alors, vous pouvez l'entendre. Elle montre, c'est pour montrer qu'il n'y a pas. Alors, c'est simplement pour les mouches à chevreuil. OK, on parle vraiment. C'est sûr que ça n'éloignera pas les moustiques, là. OK, donc elle se met une libellule. C'est une grosse fausse libellule en plastique qui tient à peu près à 30 cm de ton chapeau, là. Mais elle a l'air tellement ridicule. C'est ça. Ben, c'est ce que j'aimais. C'est tellement ridicule, mais c'est une façon de dire, j'imagine, c'est comme un épouvantail. Tu sais, tu mets un épouvantail en plein milieu. C'est ça qu'on se disait. Ah, ben là. Exactement, l'épouvantail ou l'espèce de gros hibou en plastique. Oui. Pour ceux qui veulent faire fuir les oiseaux, les pigeons, whatever. Et donc, mais les gens étaient sceptiques dans les commentaires, mais selon elle, ça marche. Et là, je suis allée retrouver l'objet sur Amazon. Ça se vend entre 15 et 30 $. Recherches quand même à sac de chips. Hein? Je l'ai dit la semaine dernière, je persiste et signe. Ouais. On est rigoureux. Oui, on est rigoureux. Rigueur. Et c'est 4 étoiles sur 5 dans les revues d'Amazon. Combien ça coûte? Entre 15 et 30 $. Ah oui, entre 15 et 30 $. Et ça fonctionne, 4 étoiles. Pour se mettre une libellule, il y a juste une question, et ça, il n'y a pas d'argent pour ça, même avec ta Mastercard, il n'y a rien à... C'est que tu peux plus racheter ta crédibilité après. Elle est partie avec ton honneur, ton amour propre. Mais c'est sûr que ça fait un peu... moi, ça me faisait penser au chapeau avec un lys. Est-ce qu'on a le temps pour un troisième sujet, Hugo? Hugo Veilleux, journaliste à la recherche, me fait signe que oui. Ben justement... Paris Hilton, on parlait d'elle tout à l'heure, ça tombe donc bien. C'est quoi son maudit problème avec la pizza, Paris Hilton? Ça, j'ai aimé ça aussi. Ben, est-ce que tu fais ça, Sophie, quand tu reçois une pizza qui est peut-être un peu trop graisseuse, de prendre une napkin et d'éponger l'excès de gras sur ta pizza? Ben, si je le faisais, ce serait avec du sopalin. Parce que moi, tu comprends...
Paris. On retourne à Paris, là. Voilà. C'est ça qui se passe. C'est ça. Oui. Parce que fais le test, demande à un Français, c'est quoi du Scott Towel? Ils disent tout le temps du sopalin. Ça devient fatigant. C'est fatigant. Donc, théoriquement, non. Mais moi, une pizza, non seulement c'est contre le principe d'enlever la graisse, parce que c'est pour ça qu'on aime ça, mais je rajoute de l'huile piquante sur ma pizza. Oh, OK. Donc, elle dégoûte, là. Elle dégouline. Elle dégouline de graisse. de Donc, gras. je ne suis pas de la même famille que Paris Hilton. Donc, tu seras pas d'accord. Mais en plus, OK, alors, au lieu d'y aller avec la fameuse napkin, reconnue quand même, elle a un truc assez différent, puis elle a fait un TikTok qui est devenu semi-viral parce que les gens étaient outrés de sa manière d'enlever la graisse. On peut peut-être regarder. Ouais. C'est choquant, là, je vous le dis. Alors, on peut la voir prendre sa pointe. Ah, elle la met à l'envers sur le carton. Direct sur sa boîte de pizza et elle taponne. Elle taponne, et là, mais regardez c'est dégueulasse. les traces de gras en triangle quand même. Oui, mais de toute façon, on s'entend que Paris Hilton est tellement... Écoute, elle a jamais été aussi maigrichonne. Peut-être qu'elle doit pas manger souvent de la pizza. Ça, je sais pas. Ça ne fait pas partie des recherches. Ça fait pas partie des recherches. J'ai pas détaillé si elle mange souvent de la pizza. Mais donc, elle prend la pizza, la pointe de pizza, elle la met à l'envers. Et donc, ça prouve deux choses. Premièrement, que sa pizza est très graisseuse. Très graisseuse. Mais aussi que le carton de pizza est extrêmement absorbant. Oui, mais moi, c'est que je pense que t'es mieux quand même de manger un peu l'huile plutôt que les microbes qu'il y avait sur ta boîte. Donc, des conseils pour Paris Hilton. Qui écoute Cube régulièrement? Caroline G. Murphy, ce fut un plaisir. J'ai déjà hâte à jeudi prochain. À la semaine prochaine. Merci. Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Montréal pue, et ça pue partout, là, dans tous les quartiers. J'entends déjà les gens rire dans leur voiture. Tout le reste n'est que fumisterie. Donc, on veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, sans défaut. Rémi Villemure. Alors moi, je déteste, puis j'en parle régulièrement sur les ondes ici, je déteste l'expression « personne racisée ». Mais vous pouvez dire, de toute façon, t'es Blanche du Rocher, fait qu'on s'en fout complètement de ton opinion. Mais il y a quelqu'un d'autre qui est pas blanc et qui n'aime pas non plus l'expression « personne racisée ». Bonjour, Rémi Villemure. Bonjour, Sophie. Puis... Donc, c'est pas toi? Non, c'est pas moi. Je dois le confesser, je suis blanc, je suis coupable. C'est Corneille. Bon. Corneille, le chanteur... qui a fait carrière au Québec, je pense. Parce qu'on vient de loin. Parce qu'on vient de loin. Moi, je te l'ai dit, on s'est écrit hier quand on se parlait de ce sujet-là. C'est un de mes 10-15 albums préférés à vie. C'était en 2003, j'avais 9 ans. Est arrivé Corneille à 26 ans avec cet album-là, qui est encore aujourd'hui, je trouve, moderne, quand dans le son, dans les paroles. Ouais. Puis Corneille, donc, qui se promène entre la France, le Québec, a donné une entrevue au Figaro la nuit, qui est une sorte d'émission où on rencontre des gens. Il n'y a pas de mauvaise idée, oui. Tu te promènes dans les rues de Paris, vraiment en pleine nuit, là. Mais ça me fait penser un peu à l'émission Minuit le soir. Oui, exactement, parce que la nuit, durant la nuit, je pense qu'on... La nuit, tous les chats sont racisés. Oui, parce qu'ils sont gris. Puis aussi, je pense qu'on discute de d'autres choses. Le ton est différent, notre cerveau est... On va l'écouter, parce que Corneille se fait donc mais plutôt interviewer par le journaliste, et il discute de ça, la mode très woke concernant la racisation des individus. Voici sa réponse. Plus tard, je commence à me rendre compte que je n'ai pas à me voir comme ce noir-là. Et ça revient à ce qu'on disait par rapport aux identités, justement. Moi, j'apprends aujourd'hui à me voir juste comme un homme, quoi. Je suis noir, c'est sur la liste de plein de choses que je suis, mais c'est pas mon identité fondatrice. Oui, mais il y a une tendance actuelle, notamment, et ça vient, vous devez le voir au Canada, parce que ça vient d'Amérique du Nord, avec le wokisme, de reparler de la question de la race. On parle des racisés. Ouais. J'imagine que ça doit vous énerver, ça. Ouais, ça m'énerve. Donc, là, on va être prudent. Parce que vois-tu... Oui, mais il faut juste dire un tout petit peu plus loin, il dit... OK, non, c'est ça, mais il dit, si moi, je suis racisé, tout le monde est racisé. Parce que racisé, ça veut dire tu es d'une race. Ben oui, mais je veux dire, la race blanche, je veux dire... Il dénonce, en fait, l'absurdité même de ce terme-là. Oui, puis c'est vraiment... Je trouve qu'il est, sur le plan intellectuel, assez costaud, parce qu'il dit même, vous pouvez décider, parce que vous êtes noir, de vous dire personne racisée, mais vous ne pouvez pas décider que moi, je suis une personne racisée. Il dit, moi, je suis pas là dans ma vie. Moi, oui, je suis noir, mais moi, je suis un homme. Hein? Et il dit... Et là, il va plus loin, parce qu'il va dire plus tard, dans cette entrevue-là, que c'est un problème à l'intérieur de la communauté noire, selon lui, selon Corneille qui est noir, on le répète, d'origine rwandaise quand même. Il dit, moi, dans ma vie,
et j'ai bientôt 50 ans, il doit avoir. Il dit, j'ai vu plein de films. Et malheureusement, plus de films faits par des Noirs dans lesquels on parlait d'esclavage. Puis c'était le sujet du film. Plus de films donc sur l'esclavage que de films où c'était tout simplement festif, lumineux. Où on célèbre justement la réussite, etc. Donc, en fait, il dénonce une certaine victimisation. Tout à fait. Puis là, vois-tu, parce que moi, je commence à les connaître, là, nos adversaires, s'il faut les appeler comme ça sur le plan idéologique, on nous reprochera, Sophie, d'utiliser un Noir qui dit des choses que nous, on pense pour dire « Ah! On n'utilise personne. » Moi, vois-tu, sais-tu quoi? Je pense que Corneille représente ce que pense la majeure partie des gens. Mais même s'il ne représentait que lui-même, ça serait moins intéressant quand même. On n'a pas d'amalgame à faire ni d'un côté ni de l'autre. C'est ce que disait Norman Brathwaite quand Norman Brathwaite disait « La Ligue des Noirs ne représente que la Ligue des Noirs ». Tu ne peux pas dire une personne noire ne peut pas parler au nom de toutes les personnes noires. Et ce que dit, c'est pour ça que c'est si important cette entrevue de Corneille, il dit « Moi, je suis plein d'affaires dans la vie. Oui, je suis noir, mais c'est un des éléments de mon identité. Et ce qu'il reproche à certaines personnes en ce moment, c'est comme si le fait d'être noir représentait l'ensemble de leur identité ou que c'était l'élément le plus important de leur identité. Donc lui, il brasse la cage en disant « Arrêtez, si vous êtes noir, de juste dire « je suis noir » et tout le reste déboule après. Non, c'est pas la première affaire qui vous définit. Ah, puis il remet en question l'objectif même de ceux qui ont rétabli la question de la race, parce qu'on nous a dit il faut progresser, c'est l'objectif de toute société, il faut atteindre le progrès, il faut avancer. Mais il dit, je pense qu'on recule, là, en fait. Voilà, je pense qu'on recule. C'est extrêmement intéressant. Parce que, en fait, si on est un jour tous des hommes et des femmes et qu'on ne se regarde plus, ça ressemble à un discours qui a été fait à Washington, en 1963, devant 250 000 personnes. On y revient toujours. C'est que il y a une forme d'être daltonien, c'est-à-dire de dire ça n'est pas important. Quand on célèbre un artiste parce qu'il est extraordinaire, pas parce qu'il est noir. Et de la même façon, à l'inverse, si on arrête quelqu'un parce qu'elle a commis un crime, pas parce qu'il est noir. Donc, si t'es d'accord avec la phrase pas parce qu'il est noir, tu dois l'appliquer dans toutes les formulations, pas juste les formulations qui t'arrangent. Absolument. Tu peux pas dire, il faut pas cibler la couleur de la peau de quelqu'un quand c'est pour quelque chose de négatif, mais dire, tu sais, comme, mettons, Vanessa Destinée l'avait fait avec le programme réservé aux humoristes noirs. Ben non, s'il doit pas y avoir des affaires interdites aux Noirs, il doit pas non plus y avoir des affaires réservées aux Noirs. Mais tout à fait. Puis, tu sais, il y a eu des inégalités, raciales. En Amérique, c'est indéniable et il y en a encore. Là. Je veux dire, il y a encore des organisations dans lesquelles je pense qu'il existe une telle chose que le racisme systémique. Il y a certaines organisations, là, OK? Ouais. Je pense pas qu'on doit reconnaître ça à l'échelle du gouvernement du Québec, mais dans certaines organisations très précises, oui. Mais tu remarqueras que de parler constamment de la race, c'est développer une attitude de loser. Je vais aller aussi loin que ça parce que quand tu échoues, tu mets ça sur le dos de la race. Je suis pas dans la bonne catégorie. Je suis victime de discrimination. Si j'ai échoué, c'est parce que ça. Alors que si tu décides un jour de te réveiller, et je pense que c'est ce que Corneille a fait, probablement, en connaissant le succès qu'il a connu, et de se dire, regarde, là, moi, là, je peux tout rafler. Je peux gagner tous les prix. Je peux devenir millionnaire avec ma musique. J'avance. Et je fais confiance aux gens, à la majorité des gens qui sont pas en train de regarder de quelle couleur je suis, qui ont avancé eux aussi dans leur vie, qui sont plus des racistes. OK, on n'est plus là, on n'est plus au 19e, ni même dans la première moitié du 20e siècle. On a avancé comme société. Mais là, soudainement, on dirait qu'il y a comme une pression qui t'est débarrassée. Mais oui, parce que t'avances, puis il y a plus d'énergie positive qui vont vers toi. Et je pense que le bonheur t'attend à ce moment-là. Oui, absolument. Et je vais faire un petit, peut-être une déduction, peut-être, qui vaut ce qu'elle vaut. OK? Il est rwandais, d'accord? Donc, il a vu, d'ailleurs, ça fait partie de son histoire, il était caché derrière un canapé, il y a des gens qui sont rentrés chez lui et qui ont décimé sa famille au moment du génocide rwandais. C'était quoi le génocide rwandais? C'est des gens qui ont décidé que les Hutus et les Tutsis étaient deux races qui ne pouvaient pas, et qui avaient
et une race qui était supérieure à l'autre, et c'était basé sur quoi? Sur des différences physiques. Alors toi, si t'es grand et mince, t'es un ceci, et si toi t'es plus petit et plus ça. Donc sur des critères physiques. Donc il a ressenti dans sa chair l'absurdité que c'est de dire, même parmi les Noirs, de faire une distinction en disant, toi t'es un ceci, toi t'es un cela. C'est de là qu'il vient. Parce qu'on vient de loin, il vient de loin, Corneille, et le message qu'il nous envoie, c'est arrêter d'obséder sur l'apparence physique des gens. Voyez à quoi ça mène. C'est très bien dit, j'avais même pas vu ça comme ça. Effectivement, il a vécu, lui, la vraie violence raciale, donc la violence symbolique, la violence théorique, la violence des facultés de sociologie, la violence qu'on voit partout. Lui, finalement, il est moins sensible à ça. Parce que la vraie violence, il l'a vu. Et c'est peut-être la leçon, en fait, en tirer. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, issus de certaines communautés, qui nous rapporte au passé, dit, moi, je suis le descendant de quelqu'un qui a vécu ça. Puis là, tu fais, mais toi, dans ta vie de tous les jours, as-tu vraiment vécu cette violence-là? Oui ou non? Si oui, c'est oui, on va s'asseoir, on va en parler, on va essayer de comprendre. Si c'est non, c'est un très bon point. Peut-être que c'est inutile de revenir aussi loin en arrière. Regarde en avant, avance, le bonheur t'attend. C'est ça qui arrive à ces gens-là. Et c'est intéressant parce que, tu sais, régulièrement sur nos ondes, on reçoit Muriel Châtelier, qui est de l'Association des Québécois contre le racialisme. Mais je pense que d'office, on devrait donner un membership à Corneille, parce que c'est ça qu'il dit. Je suis contre le racialisme, je suis contre cette obsession des races. Arrêtez de considérer les individus en fonction de la couleur de la peau. Ça n'est pas ce qui nous défini, ça n'est pas ce qui me définit. Merci beaucoup. Merci. Passionnante chronique. Merci beaucoup. Je veux saluer Hugo Veilleux, journaliste à la recherche, Jean-Philippe Leroux à la réalisation, à la mise en onde, Fred Bastien qui est à l'arrière. Fais-moi un petit coucou. Merci Fred à la mise en ligne et à celui qui titre les segments. Il y a du talent. Merci, Adam. Kid.